Je suis Joséphine Staron, directrice des études du think tank Sinopia et docteure en philosophie politique. Parce que je suis l'auteur d'une thèse en philosophie politique sur la solidarité européenne qui s'intitule « Solidarité européenne, questions de principe et stratégie d'application pour une refondation du projet européen ». En gros, j'étudie la solidarité européenne dans toutes ses formes, depuis les débuts de la construction européenne jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'elle a marché, lorsqu'elle n'a pas marché, et puis quelles sont ses missions, quelles sont ses finalités. L'Union européenne a une place majeure dans le monde aujourd'hui, déjà parce qu'elle représente plus de 500 millions de personnes, donc plus de 500 millions de consommateurs, donc elle est une puissance commerciale importante. Elle est également une puissance politique, géopolitique importante, étant donné que plusieurs pays ont une place au Conseil de sécurité des Nations Unies, la France et les Britanniques, même si les Britanniques viennent de nous quitter, mais de toute manière, le poids de l'Union européenne aujourd'hui dans les relations mondiales est indéniable. En revanche, ce poids diminue à mesure que l'Union européenne en interne s'affaiblit. Elle s'affaiblit parce que chaque État s'interroge sur les raisons de leur union, les raisons qui les poussent à être solidaires les uns avec les autres, et certains décident et choisissent de ne pas jouer le jeu de la solidarité européenne. Les Britanniques ont décidé de quitter le cercle de la solidarité européenne, mais même lorsque les États décident de ne pas sortir de l'UE, ils peuvent, avec leur droit de veto, notamment bloquer les négociations européennes et bloquer les avancées en termes de solidarité. Il est indéniable aujourd'hui que beaucoup de personnes se posent des questions sur le sens et sur la légitimité du projet européen. Ce n'est pas nouveau. Dès le début des années 80, la question s'est posée. On a cherché à associer les peuples à la construction européenne, avec la création du Parlement européen, avec le suffrage universel direct pour l'élection des députés européens, et puis avec la création de plusieurs corps intermédiaires qui étaient censés rapprocher l'Union européenne des peuples et donc lui donner davantage de légitimité démocratique. Cependant, aujourd'hui, on voit bien que tout cela n'a pas été suffisant et que beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens européens aujourd'hui critiquent l'Union européenne et ne la trouvent pas légitime tout simplement parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Alors après, c'est une question de point de vue, c'est assez subjectif l'efficacité, mais quand même, lors des crises que l'Union européenne a traversées, on peut parler de la crise économique, de la crise migratoire et puis aujourd'hui de la crise sanitaire, l'Union européenne n'a pas toujours été au rendez-vous. Certes, elle n'a pas forcément les compétences nécessaires pour adresser tous les défis et tous les problèmes auxquels l'Union européenne fait face, mais néanmoins, on attend d'elle, on attend de la solidarité européenne qu'elle puisse nous protéger, qu'elle puisse défendre nos intérêts en Europe et sur la scène internationale, et donc qu'elle ait une véritable valeur ajoutée par rapport aux solidarités nationales pures. Et aujourd'hui, on peut douter de cette valeur ajoutée. Alors effectivement, aux dernières élections européennes, les partis eurosceptiques ont vu fait des scores assez importants, mais pas si importants que ça. La vague eurosceptique n'a pas été écrasante comme on aurait pu le penser. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on analyse la montée des populismes et la montée des mouvances qui critiquent l'Union européenne et qui critiquent l'appartenance de leur État à l'Union européenne, on se rend compte que cette critique est de plus en plus large et que cette critique réunit de plus en plus de personnes différentes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qu'on pourrait dire de droite comme de gauche. Le clivage autour de l'Union européenne est de plus en plus fort et concerne tout le monde. Alors, ce que nous apprennent la montée des mouvements eurosceptiques et populistes en Europe, qui critiquent la manière dont l'Union européenne fonctionne, c'est qu'il faut se remettre en cause. Il faut réinterroger la raison d'être de l'Union européenne, revenir aux origines, aux fondements de la construction, aux raisons qui ont poussé les États, les 6, les 9, les 12, les 15, maintenant les 28, les 27, à se réunir, à s'unir autour d'un projet, finalement à décider de s'unir dans un mariage et à sceller cette union par un contrat.
Quels étaient les termes de ce contrat? Quels sont les termes de ce contrat aujourd'hui? Bien sûr, il a évolué, mais il doit surtout s'adapter aux défis d'aujourd'hui. Et ces défis sont bien différents de ceux qui ont présidé à la construction européenne dans les années 50. Le plan de relance de l'Union européenne qui a été voté en juillet dernier, en juillet 2020, est un plan extrêmement ambitieux. Déjà, première grande réussite, c'est la souscription d'un prêt au nom de l'Union européenne, chose qui aurait été complètement impensable avant la crise sanitaire. C'était même un grand combat des plus grands Européens qui voulaient absolument que l'Union européenne, pour augmenter son budget, puisse souscrire un prêt en son nom propre et donc pas au nom des États individuellement. Ça a fonctionné dans le sens où ça a été voté au rythme de négociations effrénées, mais c'est un plan de relance qui a été poussé par le couple franco-allemand. Et donc une fois encore, une fois de plus, on a vu toute la puissance de ce couple franco-allemand représenté par Emmanuel Macron et Angela Merkel. En revanche, ce plan de relance, on l'attend toujours. Aujourd'hui, presque un an après l'annonce de ce plan de relance, l'annonce de l'accord entre les États européens, on n'en voit pas les fruits. On ne voit pas la couleur du plan de relance européen. Hier, c'était pour se remettre de la Seconde Guerre mondiale et éviter une troisième. C'était assez clair, assez évident. La finalité, en tout cas, était admise et était un moteur de la construction européenne. Aujourd'hui, on ne sait plus trop pourquoi on devrait être ensemble. Les Britanniques l'ont d'ailleurs dit, on sera mieux seuls qu'à plusieurs. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les seuls à vacciner massivement contre le coronavirus, ce sont les Britanniques en Europe et pas l'Union européenne. Et donc, c'est normal que les peuples s'interrogent légitimement sur l'efficacité, l'utilité de leur appartenance au cercle européen de la solidarité. Mais alors pourquoi l'Union européenne est-elle primordiale aujourd'hui, plus encore qu'hier? Justement parce qu'on fait face à des défis d'une ampleur inédite, d'une complexité inédite que les États individuellement ne pourront jamais régler, ne pourront jamais résoudre. Par exemple, le numérique, les géants du numérique qui aujourd'hui s'approprient les données des 500 millions d'utilisateurs européens. Qui va réglementer ça? Ça ne peut pas être la France, ça ne peut pas être l'Angleterre, ça ne peut pas être l'Allemagne, ça ne peut pas être l'Italie ni la Pologne. C'est forcément un consortium d'États qui peut, par sa puissance, par sa force de frappe, réglementer un sujet aussi grand et aussi important que le numérique. La première, c'est de rapprocher l'Union européenne des populations. Un projet européen, c'est un projet démocratique. Et pour qu'il soit légitime, il faut que les peuples en aient envie, il faut que les peuples le désirent. Et donc il faut aller les chercher. Et comment on va les chercher? Plusieurs biais. Déjà les médias. Aujourd'hui, c'est quand même consternant de voir que les médias français, mais tous les autres également, ne traitent jamais du fait européen, ne nous expliquent jamais comment ça se passe ailleurs, comment ça se passe chez nos voisins. Alors bien sûr, on nous dit qu'ils vaccinent plus, qu'ils vaccinent moins, qu'ils sont confinés, pas confinés, mais ça, ce n'est pas la question. Et ce n'est pas ça qui nous fera comprendre comment fonctionnent les autres pays européens, comment fonctionnent nos voisins, les citoyens européens. Nous partageons cette citoyenneté commune. Et donc, il faudrait, dans un premier temps, créer un média européen qui serait un bien commun européen, donc qui n'aurait pas vocation à faire du profit, à faire des bénéfices. Et puis la deuxième proposition que je ferais, c'est de recréer un moment fondateur. Cela fait déjà très longtemps qu'on n'a pas débattu ouvertement, publiquement, entre les 28 États, maintenant les 27 États de l'Union européenne, sur ce qu'on attend d'elle, sur ce qu'on attend de cette solidarité, sur ce qu'on est prêt à lui sacrifier en termes de souveraineté, en termes de compétences régaliennes, et puis sur les méthodes, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à nos objectifs communs. Alors ce moment fondateur, il est aujourd'hui essentiel. Il aurait pu avoir lieu lors des discussions sur la constitution de l'Europe, il y a de cela près de 20 ans. Ça n'a pas été le cas, ça a été un moment raté, pour plusieurs raisons, et notamment des raisons de politique politicienne, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Les Européens ont besoin de consentir ou non
à la solidarité européenne. Et si on veut éviter que d'autres pays ne demandent le divorce, comme l'ont fait les Britanniques lors de leur référendum, il ne faut pas laisser la possibilité aux États d'organiser leur propre référendum. Bien sûr que c'est un droit démocratique, mais soyons plus intelligents que ça et soyons avant-gardistes. Proposons plutôt d'organiser ce grand référendum à l'échelle européenne, une fois pour toutes, autour d'un grand sommet européen. Et dans ce grand sommet seraient réunis l'ensemble des chefs d'État et les ministres concernés domaine et secteur par secteur et domaine par domaine, et des représentants des corps intermédiaires. À un moment donné, il faut être pragmatique et il faut avancer parce que les défis ne nous attendent pas.